Je vous promets que je vais savoir allumer le micro d'ici la fin de mon intérim. Bonjour tout le monde, bienvenue à Avis de recherche, édition relâche. On est un petit peu moins, mais non moins intéressés. On a 3 chercheurs qui viennent présenter aujourd'hui, à peu près tous de ce que j'appelle mon époque. Donc, entre 2006 et 2014, je suis arrivée pendant ces eaux-là. Donc, c'est le fun de voir des gens que j'ai côtoyés dans les débuts comme prof et qui étaient eux aussi là, à ce stade-là. Donc, sans plus tarder, je vous présente Vaïd Nerguisian qui va nous parler de ses recherches en technologie de la santé. Merci. Donc là, je dois arrêter. Et... Juste pour couper, arrêter de couper le PowerPoint. Juste c'est correct. Oui. OK. Bon, c'est correct. Vous m'entendez bien? OK, je vais me chronométrer pour 5 minutes. D'accord? Donc, bonjour. Donc, en commençant, j'aimerais juste commencer par le premier point, c'est le cancer. On a une grande inquiétude, n'est-ce pas? Donc, on est vraiment inquiet et puis on veut savoir qu'est-ce que la communauté scientifique est en train de faire. Donc, elle travaille au niveau de la détection, le dépistage, de la prévention et de la thérapie. Comme vous le voyez au tableau ici, donc il y a différents types de prévention, différents types de thérapie et différents types de dépistage ou bien détection. Donc, à l'ETS, qu'est-ce que notre équipe fait? Donc, notre équipe, en collaboration avec plusieurs universités, plusieurs chercheurs, nous sommes en train de travailler sur la prévention et la thérapie. D'accord? Donc, comme vous voyez ici, il y a plusieurs chercheurs qui travaillent sur ce projet-là. Donc, depuis plusieurs années, on a travaillé sur des nanoparticules lipides. Donc, on a produit des nanoparticules lipides qu'on appelle des liposomes. D'accord? Donc, les liposomes, ce sont des bicouches lipides de quelques dizaines de micromètres ou bien, nanomètres, pardon, ou bien de quelques centaines de nanomètres. D'accord? Et on les a fabriqués en utilisant des canaux microfluidiques. Donc, en fin de compte, ces nanoparticules sont utilisées dans le vaccin, dans la préparation des vaccins pour le COVID-19. D'accord? Donc, il y a des caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques de ces nanoparticules qu'on appelle liposomes? La grandeur, le potentiel électrique, si vous voulez, la charge électrique. Il y a le contenu lipidique plus la polydispersité, c'est-à-dire c'est quoi la grandeur qu'on est en train de fabriquer. Donc, pourquoi on a besoin de comprendre ces caractéristiques? Parce que ces caractéristiques vont influencer le transport, l'accumulation et l'internalisation dans les cellules. Donc, c'est très important, ces caractéristiques. Et à l'ETS, on est en train de contrôler ces caractéristiques correctement. Comment on les a contrôlées? En utilisant des micromélangeurs. Donc, comme vous le voyez, les micromélangeurs, c'est une structure qui est faite avec des imprimantes 3D. Donc, il y a 2 entrées. Une entrée pour injecter de l'éthanol avec du lipide. L'autre entrée, on injecte avec un certain débit une solution aqueuse où on met aussi une information génétique, par exemple de l'ADN ou bien de l'ARN messager. Puis à la sortie, on va avoir des sphères de liposomes. Donc ça, c'était ce qu'on a fait il y a plusieurs années. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant à partir de ce moment-là? C'est qu'on veut regarder à comprendre la question de le chemin de métastase. Donc, on veut savoir la métastase. Pourquoi on a besoin de savoir la métastase? Ah, il ne change pas. Ah bon. OK, ça ne changeait pas. Hein? Heureusement que j'avais appris par cœur hein, ce que je disais. Mais parce que ça marchait tout à l'heure. Hein? OK, ça marche. C'est moi qui change. OK, est-ce qu'on recommence ou bien? OK, vous voyez ici. Oui, oui, OK, d'accord. Donc là, j'ai passé. Donc, ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, vous voyez qu'il y a le micromélangeur ici. C'est un micromélangeur. Il y a 2 entrées, une sortie. Donc, on rentre, une des entrées, c'est du lipide avec de l'éthanol. L'autre entrée, c'est une solution aqueuse avec une information qui est génétique.
Donc, à la sortie, vous allez voir le liposome, c'est une sphère qui a la forme d'une sphère. C'est une nanoparticule de grandeur de quelques dizaines ou bien quelques centaines de nanomètres. Donc, là, on regarde actuellement des vésicules extracellulaires. Donc, principalement, chaque cellule, que ce soit saine ou bien cancéreuse, va sécréter des particules qu'on appelle des vaisseaux extracellulaires. Ce sont des petites nanoparticules de quelques dizaines de nanomètres, OK? Et ils peuvent transporter une variété de cargaisons, par exemple l'ADN des protéines, pour aller se placer dans une cellule qui est saine, OK? Qui devient une cellule qui est réceptrice. Mais en même temps, n'oublions pas que ces vésicules sont en train de jouer un grand rôle dans la propagation de la métastase, c'est-à-dire à travers le système lymphatique ou bien le système sanguin. N'oublions pas que le patient qui a le cancer, il ne va pas mourir du cancer primitif, mais il va mourir du cancer métastatique. Donc, on est en train de chercher c'est quoi le chemin du cancer métastatique. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va chercher ces vésicules, mais ça va être très difficile de les chercher. Pourquoi? Parce que, premièrement, la concentration est très faible. Il est très difficile de les isoler et puis ils sont très hétérogènes. Donc, ils ont différentes grandeurs. Donc, au niveau d'ingénierie inverse, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a essayé d'imiter ces vésicules par des liposomes qu'on les appelle des liposomes synthétiques. Okay? Donc, si on regarde les liposomes synthétiques, on a des défis. C'est quoi les défis? Premièrement, c'est que la grandeur est très importante, la charge, le contenu lipidique et le contenu protéimique qui est très important. Donc, il faut faire quelque chose qui ressemble aux vésicules extracellulaires. Donc, notre défi, principalement, on a plusieurs défis. Augmenter la production de 50 mg par heure à 5 kg par heure. Donc, c'est un grand défi pour nous. De pouvoir synthétiser plusieurs liposomes synthétiques pour différents cancers. Okay, par exemple, la prostate, le cancer colorectal. Et de comprendre le mécanisme exact de transport de ces liposomes, puis comprendre le chemin de la métastase. Donc, qu'est-ce qu'on cherche finalement? C'est de trouver des étudiants de maîtrise et de doctorat, de faire progresser la bio-ingénierie et finalement d'aider la société pour pouvoir empêcher la métastase et de pouvoir créer des médicaments et des vaccins à l'aide des nanoparticules lipides. Okay? Donc, je pense que j'ai passé moins que 5 minutes. Hein? OK. Merci. Merci beaucoup pour cette très, très sympathique présentation. Pour les gens sur le Zoom, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais être votre voix aujourd'hui. Pour les gens dans la salle, juste merci de lever la main. Ma collègue va vous amener le micro. Attendez d'avoir le micro pour poser la question, parce que bon, dans la salle, on n'a pas besoin du micro, mais les gens sur Zoom ont besoin d'entendre la question pour mieux comprendre la réponse. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main. Très intéressant, oui. Donc, si je comprends bien, vous essayez de produire quelque chose qui ressemble aux fameuses vésicules extracellulaires. Oui. Pour pouvoir comprendre le chemin de propagation des métastases. Donc, ça veut dire que vous mettez une espèce de marqueur qui permet de tracer ce chemin-là? Comment ça... Donc, il faut vraiment répéter les vésicules, c'est-à-dire il faut faire la même grandeur, la même charge, le même contenu lipidique et les mêmes protéines. Donc, il y a à peu près 1 millier de protéines, donc on ne va pas mettre toutes les protéines, on va essayer de cibler quelques protéines seulement. Et comment ça aide à trouver le chemin? Donc, est-ce que vous avez quelque chose que vous pouvez suivre à propos de ces liposomes? Oui, on est en train d'injecter ces liposomes synthétiques on va les injecter dans l'animal. Pour l'instant, c'est in vitro, mais ça va être in vivo plus tard. OK. Bonjour, j'aimerais savoir comment vous obtenez les cellules cancéreuses et puis l'ADN. On est en train de croître les cellules. Donc, on peut acheter les cellules facilement et puis on va les mettre dans les incubateurs. Et à partir des cellules, on va pouvoir extraire les vésicules extracellulaires. On va les mesurer. On va regarder leur charge, leur contenu lipidique, en même temps le contenu protéomique.
on va essayer de les répéter, de les imiter en même temps. OK. Donc, les messagers ARN ou bien l'ADN, on peut les acheter sans problème. Puis, pour les analyses protéomiques, comment vous procédez? Ça, c'est vraiment compliqué parce que je travaille avec une biologiste qui fait tout le travail à ce niveau-là. Donc, on ne peut pas le faire ici, mais j'ai un biologiste à McGill qui fait pour nous le travail. L'extraction, c'est facile, ce n'est pas compliqué. Moi, il y a une procédure pour ça, il y a un protocole pour pouvoir extraire les ADN ou bien les ARN messagers. J'ai une question sur le Zoom. Au niveau de la phase de développement, vous êtes rendu à quel niveau au niveau des essais? Est-ce que on est vraiment encore en laboratoire? Est-ce qu'il y avait des essais sur les animaux? Est-ce qu'il y a le partenariat avec les médecins? Vous avez parlé de chercheurs, mais est-ce qu'on est vraiment avec le milieu médical? À quel niveau de développement? Actuellement, on est en train de contrôler le contenu de chaque liposome synthétique, c'est-à-dire on est en train d'injecter certaines protéines. On ne sait pas exactement si c'est à la surface ou bien à l'intérieur. C'est très difficile de savoir ça. On arrive à répéter l'aspect lipidomique, donc parce qu'on sait c'est quoi l'aspect. Il y a des mesures à faire. On a réussi à les faire. On sait comment faire la grandeur facilement et on sait comment avoir la charge exacte. On peut avoir une charge positive ou bien négative, donc on peut contrôler très facilement ces grandeurs-là. Merci beaucoup pour ces réponses. J'ai besoin d'autres questions, j'ai passé du temps. Est-ce que tu as d'autres questions? Il nous reste encore quelques minutes. Oui, finalement. OK, vas-y. Oui, merci pour la belle présentation. C'est vraiment intéressant. Je ne savais même pas qu'on faisait quelque chose du genre à l'ETS, mais je me posais la question un peu plus générale de haut niveau. Où est-ce que se situe votre contribution dans ce travail-là par rapport au travail des biologistes? Comment vous interagissez avec les biologistes? L'ingénierie, c'est l'outil. On est en train de préparer les liposomes. Okay? L'aspect médical, c'est l'aspect au niveau biologique. Donc, pour nous, c'est comme on crée l'outil avec la dimension, la charge, l'insertion du cargo, par exemple, l'ARN messager ou bien le ADN. Donc, le reste, c'est les biologistes qui sont en train de prendre en charge. Okay? N'oublions pas qu'on va avoir un lab bio ici au 2e étage prochainement. Donc, le lab est déjà prêt, mais il faut juste apporter les équipements. Donc, d'ici probablement quelques mois, on va pouvoir avoir un lab bio à l'ETS. Excellent. Merci. Une question d'étudiante dans le Zoom. Vous dites que vous cherchez des étudiants en maîtrise. Quel type de profil vous recherchez actuellement? Bon, la première chose, c'est la motivation. On aime la motivation des étudiants. Deuxième chose, il y a une phase d'apprentissage, donc on n'a pas besoin vraiment d'une personne qui est biomédicale. Donc, on veut que l'étudiant soit multidisciplinaire, puisse communiquer avec son équipe, parce qu'on est une équipe, on ne peut pas travailler seul. Donc, à part ça, c'est un apprentissage. On n'a pas beaucoup de restrictions. Ça, c'est pour la maîtrise. Pour le doctorat, c'est un peu plus différent. Donc, ça, on demande des bons CV pour pouvoir chercher ces étudiants. Écoutez, merci beaucoup. On va passer à la prochaine présentation. Merci beaucoup. Donc, on va présenter le professeur Ghislaine Beyboussaïdi du département de logiciel TI qui est arrivé le 1er mars 2010, qui va nous présenter, parlez-moi dans votre jargon, j'interprète, grimoire de l'abstraction. C'est pas fait pour une petite personne. Hein? Oui, non, c'est correct. Je vais juste c'est vrai, je vais juste faire un test que ça marche. Oui. OK. Alors, bonjour tout le monde. Très contente d'être parmi vous, d'avoir l'opportunité de parler de mes travaux, de quelques-uns de mes travaux. Donc, ma présentation s'intitule « Parlez-moi dans votre jargon, j'interprète » et je vais vous parler un peu de la notion d'abstraction. Alors, tout le monde sait ce que c'est qu'un logiciel. Le logiciel est omniprésent dans notre vie. Vous utilisez tous un cellulaire, vous avez des applications, vous ne pouvez pas vivre sans vos cellulaires actuellement, la majorité des gens. J'avais quelques questions à poser à l'audience.
combien d'entre vous ont des montres intelligentes? OK, c'est pas pire, c'est moitié-moitié. Donc, vous êtes constamment branchés, constamment en contact avec le logiciel. Combien d'entre vous ont un petit robot qui fait du ménage chez vous? Oh, OK. Ah, j'en ai pas, vous êtes chanceux. J'aimerais bien. Oui, c'est ça. Donc, sans nous en rendre compte, le logiciel nous a envahis. On utilise le logiciel à partir du moment où vous quittez votre lit. La première chose que vous faites, vous arrêtez votre réveil, vous avez interagi avec un logiciel. Avant de quitter la maison, vous avez mis du pain dans le toaster, vous avez utilisé une cafetière, une bouilloire, peu importe ce que vous avez touché, vous avez interagi avec du logiciel. D'accord? Donc, pour tout ce que ça a de bien, donc d'améliorer notre qualité de vie et de nous donner plus de temps, gagner plus d'argent pour des compagnies, etc. Il y a aussi le côté un peu diabolique dans cet aspect-là. Et il y a le meilleur et le pire. Dernière question, combien d'entre vous pensent qu'avant de quitter ce beau monde, vous aurez l'opportunité d'embarquer dans une voiture ou même un avion où il n'y a pas de pilote? OK, pas mal. Et vous êtes probablement, vous avez raison. Ça me fait peur, mais vous avez probablement raison. Donc, dernièrement, les Chinois, ça fait pas longtemps, le 23 février, ont fait des essais de ce qu'on appelle les air taxis, donc des petits avions sans pilote et avec des passagers dedans. Ça s'est passé au Japon et donc il y a déjà une belle commande de plusieurs de ces air taxis au Japon. D'accord? Donc, ça veut dire que ça s'en vient. Alors, ça, c'est l'aspect beau, peut-être. L'aspect, oui, on va se fier sur le logiciel pour nous dégager de certaines tâches non intéressantes, conduire ou faire autre chose. Mais il y a aussi, en fait, beaucoup de défis, ce que j'appelle dans mon grimoire les démons. Donc, j'ai pris quelques exemples très, très récents pour ne pas vous fatiguer, mais il y en a tellement. Donc, vous avez tous peut-être entendu parler de rappels de voitures de différents constructeurs. J'ai mis un des plus récents, Tesla, qui a rappelé quelque chose autour de 300 000 véhicules à cause d'un problème logiciel qui nuisait aux lumières arrière de la voiture. Donc, en gros, je passe assez vite. Le malheureux cas de Boeing et des avions qui ont crashé avec des passagers, qui ont mené à des décès, qu'on retrace à des problèmes aussi logiciels, mais d'autres problèmes aussi de gestion interne dans Boeing. Un dernier exemple, puis très rapidement, qui pourrait parler à beaucoup de monde, très récemment aussi, en 2021, au New Jersey, le système pour prendre des rendez-vous pour les vaccins, il s'est passé quelque chose. On a fait vite et on a produit ce logiciel-là. Et les gens ont pu prendre des rendez-vous plusieurs fois. Donc, le logiciel a permis de faire des milliers de rendez-vous qui sont dupliqués. D'accord? Donc, la même personne avec plusieurs rendez-vous, ce qui est un peu très étonnant, quoi. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à des situations comme ça? Je résume rapidement. On veut produire du logiciel rapidement avec un faible coût pour être compétitif et faire plus d'argent, bien sûr. Le logiciel est de plus en plus complexe, gros, tout est interconnecté. Donc, j'ai mis des exemples. Si vous avez déjà créé un petit site web avec WordPress, et que vous connaissez WordPress, par exemple, WordPress, le nombre de lignes de code actuellement, c'est plus que 1 million de lignes de code. Vous utilisez Chrome, Chrome, c'est 300 millions de lignes de code. D'accord? Donc, excusez-moi, c'est 3 millions de lignes de code. Donc, c'est effrayant comment la taille des logiciels a grossi, puis la complexité avec. On est dans un domaine, le développement logiciel, nos technologies évoluent rapidement, vous le savez.
vous avez Windows X aujourd'hui, demain on vous dit n'est plus maintenu, d'accord? La vitesse avec laquelle nos technologies évoluent est effrayante par rapport à d'autres domaines. On est aussi dans un domaine où le logiciel est unique et on peut l'ajuster, l'adapter. Et les usagers finaux ont beaucoup d'exigences et des exigences qui évoluent. On leur donne une fonction, puis demain, ils veulent une autre plus évoluée. Et ça crée cet engrenage d'aller très vite et de mettre rapidement sur le marché des produits qui peuvent des fois être nuisibles. Et on est en contexte où on produit des logiciels qui sont destinés à différentes plateformes, cellulaires, tablettes, ordinateurs, etc. Et donc des systèmes hautement configurables qui rendent le développement très, très complexe. Donc moi, je vais vous parler rapidement de 2 problèmes concrets sur lesquels je travaille, où j'ai travaillé avec des partenaires industriels. Et ça touche des logiciels embarqués critiques, donc l'exemple de Boeing dans avant et de Tesla. Donc, un des problèmes, par exemple, très récurrents chez les partenaires industriels, c'est relié aux besoins de certification. Ils doivent écrire beaucoup d'exigences, les rédiger, les réviser et s'assurer qu'ils sont satisfaits par le logiciel qu'ils ont développé. Donc, ces exigences sont rédigées généralement dans le langage naturel et donc c'est ambigu, ça crée beaucoup de problèmes. Ils doivent faire beaucoup de tests, un nombre élevé de tests. Les systèmes hautement configurables, le nombre de tests est exponentiel. C'est même un problème combinatoire et ils doivent faire la preuve ou le lien entre les tests et les exigences initiales pour dire que le logiciel est sûr ou en bon français est safe. Un autre type de problème que les industriels ont dans ce domaine-là, c'est ce qu'on appelle la fragmentation de l'espace de conception. Ce sont des systèmes hétérogènes, beaucoup de composants qui ont chacun leur théorie et leur vocabulaire à part et pour lesquels on utilise des langages différents pour modéliser ou concevoir ces composants-là. Donc, et ça introduit beaucoup d'incohérences en switchant d'un composant à un autre. Et il y a des besoins et les industriels passent beaucoup de temps à faire la vérification et la cohérence entre les différents modèles de conception qui couvrent les différents composants du système-là. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mes objectifs dans ce contexte-là? C'est de mettre en œuvre des approches, proposer et construire des approches qui permettent d'automatiser un certain nombre de tâches pour réduire un peu les erreurs, améliorer la qualité et contribuer surtout à la sûreté de ces logiciels-là, d'une part, et réduire le coût, bien sûr, de développement. Comment je m'y prends? Qu'est-ce que je fais? Donc, les fondements de ma recherche en général. Je fais la promotion de l'abstraction, de travailler à un niveau plus loin du code, de modéliser, d'utiliser des modèles partout et d'utiliser des langages qui sont spécifiques ou dédiés à des domaines, d'accord? Donc, d'utiliser le jargon de l'expert du domaine pour modéliser et de mettre en arrière et de développer toute l'artillerie nécessaire pour générer le code, les tests ou ce qui est nécessaire. Je fais ça donc en faisant la promotion de l'abstraction et aussi j'utilise et j'applique ou je participe dans la communauté du génie logiciel à la codification des pratiques de bonnes pratiques récurrentes. Donc, dans notre domaine, comme dans l'architecture du bâtiment, on a déjà un bon bagage ou un beau catalogue de patrons et styles architecturaux qu'on utilise pour construire nos applications, d'accord? Et un de mes objectifs de recherche, c'est de codifier ces styles-là de façon à ce qu'on puisse les utiliser de façon automatique ou les automatiser en général. Donc, un peu ma recette ou mon grimoire que j'appelle, c'est de travailler, d'utiliser un langage ou un vocabulaire proche de l'expert du domaine
Et donc, ça consiste à faire quoi? À comprendre le domaine, le modéliser. Et donc, ici, j'ai mis un petit exemple vraiment simplifié, un livre. Je veux faire un système pour la gestion d'une librairie ou une bibliothèque. Je vais modéliser mon système à ce niveau-là avec un livre qui a une propriété, qui a un nom. Puis ensuite, je peux aller un peu plus loin et modéliser à un niveau plus abstrait. Et donc, je pars de ce modèle-là et j'essaie de modéliser le langage qui me permet d'exprimer ce modèle-là. Donc, pourquoi on fait tout ça? Donc, cette abstraction à différents niveaux, c'est que si j'arrive à le faire, je peux, au niveau du modèle de mon langage, ce que j'appelle un métamodèle, je peux faire une correspondance entre ce modèle, ce langage de modélisation et mon langage de programmation, d'accord, que je vise. Et en faisant cette correspondance-là, je spécifie dans mon langage de modélisation à quoi correspondent les concepts au niveau programmation. Je peux produire ou construire des petits logiciels qui permettent de générer automatiquement le code à partir de mon modèle. Donc ça, c'est déjà fait, c'est acquis. C'est ce que vous utilisez quand vous utilisez WordPress ou bien d'autres outils. Donc, il y a des générateurs de code qui nous permettent ça. L'abstraction peut aller encore plus loin, d'accord? Mais j'arrête là pour l'instant. C'est pour les besoins de ma présentation, je juste qu'on comprenne la notion de métamodèle. L'autre aspect de ma recherche, c'est que je me base sur la séparation des préoccupations. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que mes modèles se concentrent sur un aspect unique de mon logiciel ou du domaine d'affaires que je veux viser. La séparation des préoccupations peut se faire de différentes façons. Donc ici, j'ai une petite application où j'ai mis la décomposition classique. J'ai une application, j'ai la partie interface usager et ensuite j'ai en arrière des modules qui implémentent un peu toute la logique d'affaires, etc. Donc, pour chaque partie, j'ai un langage dédié. J'abstrais, j'ai un langage dédié, un langage qui me permet uniquement de modéliser une interface graphique. Et sa puissance, c'est qu'il est assez riche et proche de ceux qui sont experts en UI et qui me permet de générer le code pour cette partie-là. Je fais la même chose dans différentes couches. J'ai parlé aussi d'encoder les pratiques récurrentes. Là, on voit par exemple un modèle ici qui représente un patron de sécurité très récurrent qu'on utilise. Et du fait qu'on est capable d'encoder cette information-là sous forme de modèle, on peut utiliser cette information-là pour transformer des modèles qui représentent des connaissances du domaine d'affaires pour transformer ce modèle-là en un modèle plus sécurisé, donc de façon très rapide. Donc, autre aspect, c'est que je peux faire en ayant des modèles centrés sur des préoccupations. Je peux avoir des langages pour ces préoccupations-là et je peux utiliser une préoccupation-là pour générer l'autre modèle de la préoccupation cible. Ici, mon modèle d'exigence peut être utilisé pour générer des cas de test, par exemple, en relation avec le problème 1 que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc ici, rapidement, pour le problème 1, la spécification et vérification des exigences, ce qu'on a fait, c'est que pour aider l'industriel, on a analysé le domaine et on a construit un métamodèle ou un modèle, pour simplifier, qui englobe le vocabulaire de ce domaine-là. Mais en même temps, on a essayé de recenser les besoins en termes de spécification d'exigences en langage naturel. On veut rester proche du domaine, donc utiliser le langage naturel pour spécifier les exigences, pour lequel on a en arrière développé un langage qui permet de spécifier ces exigences-là et de les contraindre. Et donc, on est arrivé à un outil qui permet pour l'industriel de spécifier les exigences en suivant des gabarits qui sont contraints par les langages en arrière spécifiques au domaine. Ça permet de générer les documents qui décrivent les exigences qui sont prêts pour la certification. Ça permet de générer les cas de test, par exemple. Donc, je passe rapidement, parce qu'on n'a pas le temps, je passe rapidement sur le deuxième problème. Je ne reviens pas là-dessus. Mais pour conclure, donc, ce qu'on fait, c'est monter en abstraction, développer des langages dédiés pour
les experts du domaine et s'occuper de toute la mécanique en arrière pour générer différents artefacts utiles pour la mise en œuvre d'un système logiciel. Ça s'applique à différents domaines. J'ai parlé de l'avionique, ça s'applique à l'automobile. Je travaille aussi sur des systèmes IoT actuellement pour le domaine de la vente en détail. Ça s'applique à la réingénierie du système aussi logiciel. Maintenant, pour conclure, vous allez me dire si ça marche bien et si c'est bon. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas partout? D'accord? Ben, on a encore pas mal d'éléments à dompter. D'abord, il y a les facteurs économiques. Ça coûte de l'argent de développer des logiciels ou des langages dédiés. Et donc, le retour sur l'investissement n'est pas évident, à part pour les systèmes critiques où on voit le retour sur investissement. Des fois, c'est la résistance, la culture d'entreprise qui freine. On a quand même beaucoup de défis dans la conception d'un langage. Ça requiert beaucoup de compétences. Comprendre le domaine, mais aussi avoir beaucoup de compétences au niveau logiciel pour développer des grammaires, les implémenter, etc. Un de nos défis majeurs, c'est la sémantique. La majorité des langages qu'on conçoit ne sont pas exécutables, donnent pas des modèles exécutables, mais des modèles qu'on peut transformer. Et ça, c'est à cause du fait que la sémantique n'est pas facile à modéliser. Et bien d'autres problèmes. Les transformations dont je parlais sont souvent complexes et ce n'est pas un à un, mais tout un contexte à transformer pour avoir un autre contexte qui n'est pas évident. Donc voilà, ça finit ma présentation. Merci beaucoup. Désolée, j'ai dépassé. Voilà. Merci. Comme va, je veux des questions. Donc, est-ce qu'on a des questions dans la salle? Okay. Bien sûr. Donc, s'il y a du code qui a été écrit à la main, sans langage formel, sans spécification explicite, est-ce qu'il y a des outils qui permettent d'analyser le code et de déduire quel était le modèle implicite dans ce code-là pour appliquer ces techniques-là? Pour être sûr que j'ai compris la question, si j'ai du code, oui. Quand tu dis du code, c'est vraiment un code comme en C, Java, quelque chose comme ça. Oui. Oui. Donc, dans le dernier slide, j'ai parlé des domaines d'application à la réingénierie. Donc, si j'ai du code, donc on développe des outils. On a déjà des outils qui font l'analyse de code et qui génèrent un modèle de haut niveau. Mais ça dépend de l'outil, ça dépend qu'est-ce qu'il veut générer. Donc, la complétude du modèle par rapport au programme est très, très variable. Il faut comprendre que le langage qu'on utilise, un langage qu'on utilise pour modéliser, parce qu'on veut être plus abstrait pour gérer la complexité, il est généralement moins riche qu'un langage de programmation qui doit avoir tous les détails. Et donc, on perd en information quand on abstrait, clairement. Donc oui, je peux à partir de code extraire des modèles, différents modèles, un modèle statique qui me dit j'ai cette entité qui parle à celle-là, etc. Ou un modèle dynamique qui dit ben, j'essaie de trouver un mot qui n'est pas très technique, des threads qui tournent et qui font ci, ça. Donc au niveau comportemental. Oui, on fait ça et c'est très, très utile et très nécessaire pour faire évoluer des systèmes qu'on appelle les systèmes légataires. Donc dans le domaine des finances, on a encore autour de presque 70% des systèmes financiers écrits en COBOL. On a très peu de développeurs en COBOL et donc c'est un des projets aussi que c'est de la recherche que je fais avec un partenaire industriel, d'analyser du code et de générer des représentations utiles pour comprendre le système et le faire évoluer et le migrer vers une technologie plus récente. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, oui. Donc, un programmeur qui se fait embaucher pour modifier du code comme un logiciel de 1 million de lignes de code, cette personne doit essayer de comprendre par où commencer. Est-ce que la meilleure approche, ce serait d'utiliser un outil comme ça pour faire le reverse engineering du modèle? Oui, dans un monde idéal, cette compagnie, si elle a 1 million de codes dans son logiciel, elle doit avoir des manuels, des ressources, des wikis qui expliquent par où commencer pour un novice. D'abord, il devrait y avoir un kit pour novice, pour quelqu'un qui vient de rejoindre l'équipe. Ensuite, oui, il y a pas mal d'outils qu'on peut utiliser, dont j'ai parlé, pour comprendre au haut niveau le logiciel en analysant
parce que d'abord comprendre au niveau architecture, au niveau très, très élevé, j'ai ce système-là ou ce sous-système-là qui fait cette fonction en général et qui parle à celui-là. Déjà, avoir cette compréhension avant de faire un zoom-in et plonger dans des petites des lignes de code, etc. Voilà. Je peux imaginer quelqu'un qui voudrait avoir une espèce de chat GPT avec laquelle on peut poser des questions. Et, ouais. Oui, ça existe déjà dans certaines compagnies. Donc, oui, ça serait... ça va probablement s'adapter, être de plus en plus adopté. C'est déjà adopté chez des industriels en avionique qui utilisent ChatGPT pour certains types de formation d'employés en interne. J'ai une dernière question parce qu'après, malheureusement, on n'a plus de temps, mais une question de quelqu'un sur Zoom. Qu'en est-il de la sécurité, justement, en fait, de créer à partir d'un modèle des métamodèles? Et comment vous prenez en compte la sécurité? Est-ce qu'il y a une possibilité, en fonction du type d'application, que la sécurité doit forcément varier? OK. D'abord, un disclaimer. Je ne suis pas une experte en sécurité. Je suis une experte en développement de langage, je dirais, dédié, experte en utilisation et application de bonnes pratiques d'architecture, style architecture. Donc, ma réponse n'est peut-être pas la meilleure. Nous, en fait, dans mon travail, notre objectif, ce n'est pas de fournir un logiciel qui est packagé et prêt à être déployé. Loin de là. Notre objectif, c'est d'automatiser certaines tâches du cycle de développement. Donc, nous, on produit des parties de logiciels et on n'a pas la prétention que ça devrait être pris. Donc, on peut produire des parties de code, on peut produire des descriptions de tests, des scripts de tests, et ça facilite la tâche de celui qui développe le logiciel, surtout dans un contexte où c'est un gros système, il faut qu'il soit certifié, etc. Mais on se concentre pas sur nous, on va vous donner un code sécurisé à 100%. Donc, non, loin de là. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question de la personne, mais voilà. Encore une question. On n'a plus de temps pour notre question, malheureusement, mais je vous encouragerai à pouvoir toujours discuter après. Donc, merci beaucoup pour toute cette présentation. Donc, j'inviterai sur le stage notre dernière présentatrice, et donc Claudia Noël-Plamondon du département de génie à construction, qui est arrivée le 1er octobre 2014, qui va nous présenter les innovations en matériaux de construction connectés et vers les défis du développement durable. Bonjour à tous, vous m'entendez bien en ligne aussi? Alors, il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter un ensemble de défis auxquels mon équipe et moi nous sommes interpellés à trouver des solutions. Alors, le choix éditorial qui a été fait, ça a été de présenter plutôt la plupart des projets en cours plutôt que d'en choisir certains. Alors, je vais vous montrer un petit peu l'ensemble des projets, disons, qui sont présentement acceptés. Il y a d'autres projets qui sont en cours, mais il y a peut-être un petit peu plus de confidentialité sur ceux-là. Donc, la mise en contexte, c'est si on fait le bilan de la masse qui est sur la Terre, bien, finalement, les infrastructures et puis les bâtiments occupent la plus grosse masse. On parle de 1100 gigatonnes de matière. Alors, c'est énorme, c'est plus que les arbres, c'est plus que les animaux, c'est plus que les plastiques. Donc, on peut penser qu'il y a plein de défis finalement. Et puis, si on se met dans le contexte du développement durable, bien, on se rend compte qu'il y a 17 objectifs. Des projets vont toucher certains objectifs plus que d'autres. Alors, mais je pense que dans l'ensemble, je n'ai pas mis éducation, mais je pense qu'on est toujours là dans une mission d'éducation. Et puis, en plus, je pense qu'on a beaucoup entendu parler d'économie circulaire à l'ETS. Donc, l'idée, c'est que comme on utilise beaucoup de ressources, bien, il faut trouver une manière à ce qu'on a des façons de trouver des boucles de rétroaction pour utiliser moins de ressources. Puis, en fait, essayer aussi d'être plus efficace dans notre conception et puis dans la chaîne de vie des produits. Donc, on va faire un survol des projets en cours à l'ETS. Donc, on va rentrer dans le laboratoire des projets. Alors, un des projets que j'ai commencé à mon entrée à l'ETS,
c'était d'évaluer la faisabilité d'utiliser les sous-produits de la production d'aluminium primaire dans l'industrie du ciment et puis du béton. Alors, nous, ce qu'on a essayé de voir, c'est est-ce que les brasses traitées des alumineries peuvent être utilisées comme ajustementaires parce qu'il y a un enjeu de disponibilité aussi. Quand tout le système industriel change, on produit un peu moins d'acier. Les centrales au charbon sont en train de fermer. Donc, on a besoin d'ajustementaires pour lesquels les mélanges de béton sont bien connus. Alors, au Québec, on produit beaucoup d'aluminium. Et puis, vous voyez ici, vous voyez une cuve électrolytique qui doit être changée aux 7 ans. Et puis, donc, aux 7 ans, on doit procéder à l'opération de débrascage, défaire la cuve. Et puis, ça fait beaucoup de résidus. En fait, il y a tout un procédé de traitement parce que c'est considéré toxique. Il y a d'autres endroits comme au Moyen-Orient où on pourrait les utiliser directement dans le ciment. Et puis ici, bien, c'est pas permis. Il faut d'abord faire toute une étape de traitement. Puis, une fois que c'est traité, bien là, Rio Tinto accumule finalement des masses, en fait, des tonnes de sous-produits, puis ça a des coûts d'enfouissement. Alors, ils essaient de voir est-ce qu'on est capable de répondre à plusieurs besoins en même temps. Ici, vous voyez un peu un résultat important de Victor Brial où on essaie de situer les brasses traitées par rapport à d'autres ajustementaires. Donc, la zone qu'on vous a identifiée ici, c'est une zone qui est pouzzolanique. Donc, ça a une chance d'avoir une réaction positive dans le ciment, de contribuer finalement à affiner la porosité, d'avoir un matériau qui est durable. Ça va contribuer à la réaction de prise. Puis ici, on a des traits pouzzolaniques. Donc ici, on a par exemple la fumée de silice qui est très… en fait, c'est ce qui est permis dans les infrastructures au Québec. Ici, on a des liants hydrauliques comme les laitiers au fourneau. Et puis, on a de la matière qui est inerte, mais qui peut être aussi utilisée pour combler les vides. Alors, je pense qu'un résultat intéressant ici, c'est de se rendre compte que nos brasses traitées avaient une capacité pouzzolanique, donc ça a une possibilité d'être utilisé dans la chaîne. Et puis, maintenant, bon, les situés là, c'est un premier résultat, mais on se rend compte que tout un ensemble de tests à compléter par après. Donc, il faut valider la réaction, comprendre les mécanismes. Ça, bien heureusement qu'on a des laboratoires ouverts. Je pense que c'est bon d'en parler. Aussi, il y a des accès aux laboratoires à l'UQAM, à l'Université de Montréal. Donc, il y a des appareils qui nous appartiennent. Donc, si on regarde ici, alors le calorimètre isotherme, alors ça fait partie d'un appareil qu'on a pu acquérir. L'appareil thermogravmétrique, ça fait partie du lab. Celui, c'est le département. Ici, c'est l'UQAM McGill. Ici, c'est le département. Ici, on voit Victor avec dans les opérations de la calcination. En fait, on se rend compte que si on veut vraiment avoir la bonne réactivité des brasses, bien, il faut les calciner. Comme on calcine aussi, en fait, beaucoup des ajouts cimentaires, c'est issu de calcination. Donc, on améliore notre réactivité. Mais donc, ça serait tout un sujet de thèse finalement. Puis, je vais passer à un prochain projet où finalement, Rio Tinto a aussi beaucoup de résidus de bauxite. Donc, si vous allez sur Google Maps, bien, on se rend compte que vous êtes capable de les identifier. Donc, on voit les résidus. Alors, c'est aussi un enjeu au Québec puis partout ailleurs. Il y a même des zones où c'est encore plus dangereux. Je pense qu'il y a des zones où on pourrait avoir des déversements de boue rouge. Puis un petit peu, c'est une motivation de trouver des solutions parce que je pense que tous ceux aussi, c'est tous les investisseurs, tous ceux qui investissent dans l'aluminium ne veulent pas se retrouver une journée avec une nouvelle dans les journaux comme quoi il y a une accumulation de boue rouge c'est quand même des boues, alors ça pourrait tomber, déverser sur un village puis créer vraiment une catastrophe. Donc, il y a une volonté de trouver des solutions. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire des granules. Donc, on a fait des premiers procédés et puis on pourrait aussi en faire des matériaux de construction. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait des tests de lixiviation puis on s'est rendu compte que si on fait un matériau de type construction, bien, il n'y a pas de relargage de composés toxiques qui sont au-dessus des limites légales pour les eaux de surface. Donc, ça, c'était une bonne nouvelle. Il y a des préoccupations environnementales dans ce qu'on fait. Et puis, il y a nos défis en cours avec Réa et Pierre qui sont présents. Alors, c'est de voir est-ce qu'on serait capable de capter des polluants avec les granules de boue rouge. Puis, Réa a le défi de faire des granules aussi. C'est quand même une des étapes. C'est une porosité à caractériser. Alors, c'est 2 doctorants en cours.
Ensuite, un projet qui nous intéresse beaucoup, c'est la robotisation de la construction. Donc, on a une équipe. Alors ici, on a Willy dans la salle et puis on a deux autres qui font partie de l'équipe. Alors, on a une cellule de robotisation qui est en cours d'impression. Et puis, dans le doctorat de Vassilis, on a d'abord défini des premiers objectifs pour être capable d'imprimer. Donc, on devrait pouvoir le voir ici. Donc, vous voyez, on est capable d'imprimer. Puis ça, on était capable d'imprimer un muret d'un peu plus d'1 mètre sans avoir fait trop d'essais-erreurs. Donc, l'idée, c'est qu'on a une approche algorithmique pour essayer à cibler rapidement un mélange qui va être capable d'imprimer. Puis, vous voyez que cet élément-là, ça reste un profilé qui est mince. Puis, la buse d'impression, elle est de quelques centimètres. Donc, l'idée, c'est de faire aussi des mélanges à haute performance puis de les appliquer juste au bon moment. Puis, c'est ce qui nous permettrait l'impression 3D. Donc, on travaille sur des algorithmes de conception de mélange. Donc, on définit des facteurs, des critères, et puis après ça, on a des paramètres d'optimisation. Puis, on arrive avec un dosage optimal. Puis, c'est sûr qu'à chaque étape, et on a des nouveaux objectifs. Je pense qu'au début, on a ciblé des mélanges qui fonctionnent bien dans le cadre réglementaire actuel. Mais si on va aller plus loin avec Willy, bien là, lui, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de trouver des mélanges à bas carbone. On sait que tout le monde veut un petit peu, dans la lutte au changement climatique, on veut avoir des mélanges à plus bas carbone. Donc là, on a changé nos composantes de mélange et puis on change plusieurs paramètres de mélange, puis on essaie de trouver finalement la solution optimale. Puis dans l'optique des matériaux à bas carbone, je pense qu'on peut revenir vers l'historique de la construction. Puis finalement, si vous allez dans l'histoire des matériaux des millions d'années avant notre ère, bien, on se rend compte que les premières constructions étaient simplement en terre. Donc, avec l'étudiante Agherata, dans le cadre d'un projet MITAC, en fait, c'est une alliance Prima. On a toute une formulation. C'est fait avec des argiles qui viennent de l'Ouest canadien. C'est aussi dans une perspective d'exporter du bois québécois vers l'Afrique. En tout cas, il y a comme tout un contexte, mais là, ce qui nous intéresse aussi, c'est de mesurer la conductivité thermique de la construction en terre, puis aussi toutes les propriétés de transfert de vapeur d'eau. Puis, je pense qu'éventuellement, donc, on travaille aussi avec le CEREX qui nous permet, c'est un centre de caractérisation des écomatériaux. Et puis, on travaille à l'ETS et puis là-bas, puis on est en train de développer un modèle aussi. L'idée, ça serait d'avoir un modèle qui nous permettrait de savoir est-ce que ces matériaux-là sont utilisables dans quel contexte de construction. Donc, avec des données de température, Agherata travaille présentement aussi avec mon postdoc Mathieu pour développer le modèle qui nous permettra de cibler où on peut utiliser le matériau. Puis à Montréal, qu'est-ce qu'il faudrait ajouter dans l'enveloppe du bâtiment finalement pour qu'on puisse l'utiliser? Parce que ça peut être aussi très esthétique puis architectural. Aujourd'hui, là, je présente juste la partie modèle, mais on sait qu'aussi le béton de chambre, puis là, il y a un étudiant qui a terminé sa maîtrise, il a aussi démarré son entreprise. Donc, lui, s'est intéressé beaucoup au béton de chambre. Là. Donc, on essaie de comprendre aussi c'est quoi ses propriétés d'isolation acoustique, isolation thermique, qui serait vraiment l'avantage du béton de chambre. Donc, on fait toute la caractérisation pour essayer de voir où ça se situe comme utilisation. Et puis, dans le domaine des argiles, donc, un sujet qui est plus préoccupant chez notre voisin en Ontario qui ont décidé de faire un choix de passer plus vers l'énergie nucléaire. Si vous regardez la consommation de l'énergie en Ontario, c'est beaucoup basé sur le nucléaire. Puis, les déchets nucléaires vont être encapsulés dans une barrière qui est faite de bentonite. Et puis, j'ai fait ma thèse sur la bentonite. Donc, c'est un petit peu pourquoi je me suis joint à l'équipe. C'est un matériau que je connais bien. Je n'avais pas fait ma thèse dans le contexte nucléaire, mais disons que ça se prête bien. Il y a des questions que je peux comprendre. Et puis, avec Karim et puis Laurent Bellan, qui était à l'Université de Queen's en Ontario, bien, on développe un modèle, finalement, par apprentissage massif, un modèle moléculaire. Donc, ça, c'est sûr que dans le domaine des matériaux, c'est toujours bon de savoir aussi c'est quoi la configuration moléculaire. Je pense que ce qui est impressionnant du travail qui est fait, c'est qu'on a 1500 configurations. Finalement, c'est comme une approche d'itération. Il y a plein de configurations de silicium, de silice. On rajoute
de l'aluminium pour avoir des aluminosilicates, puis on va ajouter le magnésium, le sodium pour avoir une montmorillonite. Puis ça l'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire des tests, des simulations sur l'interaction avec, disons, les particules qui sont radioactives, des essais qu'on ne pourrait pas faire vraiment au laboratoire parce que ça serait assez difficile à manipuler. Donc, c'est un projet qui est en cours. Et puis, donc le défi, ça va être d'écrire tout ça. Et puis, on a été interpellés dans les 2 dernières années pour travailler sur des matériaux innovants parce qu'il y a une volonté d'augmenter les surfaces de serre pour les petits producteurs au Québec parce qu'on s'est rendu compte avec la pandémie qu'on voulait avoir une meilleure autonomie alimentaire. Et puis, donc, si les frontières sont brisées, bien, il y a beaucoup d'aliments qui ne peuvent pas nécessairement arriver au Québec. Puis, il y a beaucoup de petits producteurs. Puis, ces petits producteurs-là, ils génèrent beaucoup de déchets de plastique. Donc, on essaie de voir, dans tout le réseau agricole, il y a des tonnes de plastique accumulées. Donc, on essaie de voir est-ce qu'on est capable de faire une nouvelle serre. Donc, il faut regarder l'aspect, les matériaux de revêtement, les matériaux de structure, puis aussi une dalle en béton parce qu'on connaît bien le béton, puis on pourrait peut-être utiliser des granules de plastique comme granulat. Mais donc, ça, c'est un projet qui est en cours. Et puis, je pense qu'on aimerait ça avoir aussi comme une vue d'ensemble parce que là, on a été interpellés, plein de flux de matériaux, plein de flux de matières. Et puis, Léo, avec qui j'avais travaillé sur un projet antérieur, bien, il s'est joué à nous, puis je pense qu'il va apporter plus une approche comme à grande échelle de ce qui se passe avec, évidemment, on veut comprendre les flux de matériaux, mais c'est quoi les liens avec la production de GES, c'est quoi les liens avec, en fait, les données en matériaux, on se rend compte qu'ils sont surtout disponibles en termes monétaires, donc on a des données d'import-export de matériaux, puis on essaie de les transformer en valeur massique, mais tout ça, c'est un défi. Donc, c'est un doctorat qui démarre, mais je pense que ça va être bon pour mieux comprendre le contexte de ce qui se passe. Donc, il va beaucoup travailler avec des tableaux de Statistique Canada, puis il y a des modèles aussi qui sont disponibles à l'échelle canadienne. Il y a différents groupes qui travaillent sur ça, et puis il espère contribuer. Ensuite, on voudrait continuer. Donc, ici, j'ai un projet aussi qui est en cours. En fait, il y a des groupes internationaux qui s'intéressent aussi à la circularité des matériaux de construction. Si un étudiant qui cherche un doctorat, j'aimerais beaucoup. Le projet est écrit, le financement est disponible. Et puis, je recueille des CV. Donc, ça va être de regarder c'est quoi les meilleures recommandations pour faire de la construction dans le contexte des changements climatiques aussi. Et puis, comment prouver qu'on va finalement construire vers ce qui est visé, une augmentation de la température de 1,5 degré. Là. Donc, si c'est quelqu'un qui est intéressé, vous pouvez m'envoyer vos CV. Puis, pour terminer, je vous parle d'un autre projet qui est censé démarrer. Donc, c'est Mathieu qui avait écrit un projet. En fait, finalement, il s'est trouvé un poste. Il est chanceux. Il s'est trouvé un poste à l'Université Laval, mais on sait que on espère qu'il va pouvoir démarrer. Mais il a écrit tout un projet Alliance sur la performance, pour améliorer la performance des camions de transport, des denrées et puis aussi des médicaments. Et puis, c'est sûr, c'est un petit peu en cours d'évaluation. Il reste quelques petites vérifications à faire, mais on va chercher des étudiants gradués. Puis, Mathieu va probablement rester aussi dans le projet. Et puis, bien, tout ça, c'est possible grâce aux plusieurs organismes et puis au Conseil de la recherche et toute l'équipe de l'ETS. Donc, je vous remercie. Et puis, tout ça, c'est à suivre. Merci beaucoup. Que de projets. Et on a dépassé un petit peu, mais on pourrait quand même prendre quelques questions s'il y a toujours des gens intéressés dans la salle. Est-ce que je l'ai sur Zoom, Kayla? Oui. Okay. Qu'en est-il de la rénovation au niveau des feuilles? Tu as parlé qu'on parle des nouveaux matériaux dans la construction, mais est-ce que qu'en est-il de la rénovation? Parce que c'est vrai que des fois, ce n'est pas forcément le même contexte. Est-ce que parce qu'il y a beaucoup de nos bâtiments qui sont déjà bâtis. Est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites là-dessus de réutilisation de matériaux pour la rénovation directement? Oui, bien, en fait, j'aimerais ça l'utiliser davantage. C'est sûr qu'il y a un projet qui est en collaboration avec le département de l'architecture à l'Université de Montréal et puis d'autres spécialistes en ACV. Donc, on travaille sur ça. C'est sûr qu'il y a des avantages, mais on est en train de faire les investigations.
Puis ça demande des données aussi pour pouvoir le démontrer, mais c'est sûr qu'il y a de l'intérêt à garder la structure, surtout des structures en acier, en béton. Ouais. Merci pour la belle présentation. Première question, est-ce que tu dors des fois? Oui. Sans blague, j'avais une question sérieuse. La question, c'est, tu nous as montré plein d'exemples, disons, locaux de comment on peut réutiliser un matériau ou récupérer quelque chose qui est un déchet pour le réemployer comme matériau de construction. Est-ce qu'il y a une façon de savoir si globalement ces actions-là, si on les prenait, ont un impact positif? Parce que c'est sûr que des fois, il y a des gestes locaux qui peuvent avoir l'air d'avoir un impact positif globalement sur les changements climatiques, mais que finalement, quand on les prend dans le cycle de vie en entier, n'ont pas nécessairement des changements positifs. En d'autres mots, comment tu fais pour choisir tes projets pour t'assurer que l'impact global soit intéressant? Bien, la plupart de ces projets-là sont en partenariat. Donc, souvent, c'est des organisations qui ont déjà défini, qui voulaient travailler sur certains sujets. C'est sûr qu'on est dans un contexte universitaire, donc ça nous permet aussi d'évaluer des options où les entreprises n'ont pas nécessairement les ressources à l'intérieur pour évaluer des options qui ont peut-être un potentiel, mais souvent sont prises avec du très court terme. Donc, nous, on permet, des fois, il faut, les entreprises ne veulent pas nécessairement dire non à une option, mais il faut la développer. Je pense que globalement, puis avec les études globales, c'est quand même assez important parce qu'il y a plusieurs manières de les faire. Je pense que la robotisation, par exemple, il y a beaucoup d'avantages. Je veux dire, c'est sûr qu'on va utiliser, à terme, le but, c'est d'utiliser moins de ressources, d'avoir des formes qui sont plus ciblées, mais ça prend plusieurs personnes qui s'engagent dans cette voie-là. Mais je pense que dans l'ensemble, tous les projets, c'est local, mais c'est toujours lié à des réalités assez internationales. Puis souvent, je fais partie de plusieurs groupes techniques. Donc, souvent, avec les groupes techniques, en réalité, tous ces projets-là, souvent, ça s'insère dans des discussions avec d'autres personnes. Donc, c'est local, mais on connecte avec d'autres équipes qui nous permettent vraiment de s'assurer que, aussi, on a une harmonisation des méthodes qui est nécessaire. Puis... Merci. Ben, écoutez, merci beaucoup. Oui, c'est ça. Donc, merci beaucoup. Ça va faire cet avis de recherche. Donc, merci d'avoir été présent, MacGregor Rogache, et merci à tous les gens qui étaient sur Zoom. Merci à nos présentateurs. C'était très intéressant. Et je vous inviterai du coup au prochain avis de recherche qui va être le 5 avril avec une édition spéciale de CIROD cette fois. Merci beaucoup. Au revoir.